Si le paradis existe, j'espère y trouver deux choses. A, le sexe dans l'au-delà. B, pouvoir retourner à l'endroit qui vous inspire la curiosité la plus vive, la plus pertinente, la plus nostalgique, et y vivre caché comme une mouche sur le mur. Pour moi, ce serait le Los Angeles des années 1940 à 60. J'aimerais tourner sur une boucle perpétuelle à travers cette époque. Regarder les gens baiser et sucer, observer les flics dans leur environnement naturel et les voir enquêter sur les crimes. J'aimerais être avec le Dahlia noir quand elle est morte, avec ma mère quand elle s'est faite buter, et j'aimerais passer mes journées assis là, à parler aux chiens. The Black Dahlia was a girl named Elizabeth Short. Her body was found in a vacant lot in January 1947. The dump site was 4 miles due south of my apartment. Elizabeth Short was cut in two at the waist. The killer scrubbed her body clean and left her naked. He placed her 2 inches off a city sidewalk with her legs spread wide. He tortured her for days. He beat her and sliced her with a sharp knife. He stubbed cigarettes out on her breasts and cut the corners of her mouth back to her ears. The crime was pure misogynist insanity and thus ripe for misinterpretation. Betty Short died at 22. She was a flaky kid living out flaky kid fantasies. A reporter learned that she dressed solely in black and named her the Black Dahlia. En mars 1959, pour mes 11 ans, mon paternel m'a offert un livre, écrit par Jack Webb, la vedette et le créateur du feuilleton Dragnet, qui s'intitulait The Badge. C'était une ode non romancée, de droite et archi-vertueuse à la police de Los Angeles, qui contenait un chapitre sur le meurtre d'Elizabeth Short, le Dahlia noir. It was Wednesday, June 17th. It was warm in Los Angeles. We were working the night watch out of robbery division. The boss is Captain Didion. My partner's Frank Smith. My name's Friday. Black Dahlia Le Dahlia noir était un mélange de plusieurs choses. À l'époque du meurtre, le côté très spectaculaire des lésions, l'ambiance générale de la ville, le film noir et la façon dont on décrivait les bas-fonds de Los Angeles, tout cela a fait que cette affaire a enflammé l'imagination du public. We're looking for a Betty McGraw. What do you want with her? Right, now come on, lady, sober up. Is your name Betty McGraw? Yeah, I'm Betty McGraw, but I don't know you. Who are you anyway? Police officers, we'd like to talk to you outside. Jack Webb, Dragnet, Badge 7. Jack Webb a créé la série Dragnet dans les années 50 jusqu'au début des années 60. C'était une représentation très formelle et stylisée de la police, qui ne montrait que ses bons côtés, jamais ses aspects moins reluisants. Le roman de James Ellroy que je connais le mieux est L.A. Confidential. Le livre, comme le film, dépeignent de façon plus réaliste la police de Los Angeles dans les années 40, 50 et 60, quand elle était rongée par la corruption, qu'elle était connue pour sa brutalité et pas franchement respectée. Not particularly well respected. They were 3 cops who had nothing in common. Freeze! Big V, what are you doing here? Hey, you know me, I'm keeping the streets safe, boys. One would do anything to get ahead. You're truly prepared to be despised within a department? Yes, sir, I am. One had his own brand of justice. How's it gonna look in your report? It'll look like justice. That's what the man got. And one loved the spotlight. What exactly do you do on the show, Jack? I teach Brett Chase how to walk and talk like a cop. Chaque année, une de nos organisations, la Société historique de la police de Los Angeles, décerne son prix le plus prestigieux, le Jack Webb Award, qui récompense tous ceux dont le travail rend hommage à nos services.
Cette année, James mérite amplement cette distinction parce qu'il a su créer pour ses lecteurs une image très réaliste de notre police. Nous accueillons l'auteur de best-seller James Ellroy, dont les histoires s'inspirent de Los Angeles et sa police, le bon, la brute et le truand. Et voilà, 46 ans plus tard, la police de Los Angeles me décerne le prix Jack Webb. Je suis très honoré de suivre les traces du grand Jack. C'était un homme d'une grande rigueur et d'un immense talent. Il a claqué à 62 ans en 1982. Je regrette de ne l'avoir jamais rencontré pour lui dire « Jack, merci pour la balade ». Je n'ai pas choisi de métamorphoser ma mère en Elizabeth Short. Simplement, j'ai lu The Badge de Jack Webb et Jean est devenue Betty et Betty est devenue Jean. Je me suis servi d'Elizabeth Short comme outil d'exposition narrative pour arriver à sentir l'horreur, l'atrocité et la compassion que je n'avais pas ressentie à la mort de ma mère. Celle-ci a probablement été violée et tuée très vite, alors qu'Elizabeth Short a été atrocement torturée pendant plusieurs jours. Mars 59. J'entends parler de l'affaire du Dahlia noir. Je me mets à venir ici à la bibliothèque de Los Angeles et à lire tous les articles de journaux sur microfilm. Je n'oublierai jamais le premier gros titre sur lequel je suis tombé, le LA Herald Express du jeudi 16 janvier 47. Traque pour découvrir la tanière du loup-garou tortionnaire. Ça, c'est du style. L'éducation d'un écrivain n'est rien de plus que les livres qu'il lit. Je dois remercier mon paternel pour ce qu'il m'a donné. J'ai eu de la chance, le lieu et le moment. Mes parents m'ont pondu à LA, l'épicentre du film noir en 1948, en plein âge d'or du genre. Mon père était un grand type séduisant. Ma mère était une ronquine, sublime, infirmière diplômée. Elle aimait les minables et le Bourbon Early Times. Lui aimait toutes les femmes. J'étais fils unique. Dès le départ, j'ai été complètement bousillé. Le mariage de mes parents n'était qu'un désastre quotidien. Ils se sont séparés en 1955. Je passais la semaine avec ma mère et les week-ends avec mon paternel. Ils m'emmenaient au cinéma tous les samedis sur Hollywood Boulevard. Sueur froide était sur le point de sortir. Je mourais d'envie de le voir. Et je l'ai vu, ce superbe film d'amour obsessionnel, 2 semaines avant la mort de ma mère. Ça ne m'avait pas frappé à l'époque, mais aujourd'hui, je trouve prémonitoire que ce film ait précédé le plus grand événement de ma vie. What was the strange attraction that brought these two together, in spite of the dark forces that tore them apart, the compulsion that drove her relentlessly to the point of no return? J'étais sexuellement obsédé par ma mère. Souvent, je me cachais dans la baignoire en faisant semblant de jouer avec un petit sous-marin, dans l'espoir qu'elle viendrait pisser et que je pourrais apercevoir son corps nu. Pour mes 10 ans, en mars 58, elle a voulu me faire chier. Tu peux vivre avec moi ou avec ton père. Tu as 10 ans maintenant. J'ai répondu, je veux aller vivre avec mon père. Elle m'a giflé tellement fort que je suis tombé du canapé et me suis ouvert le crâne là, sur la table basse. À partir de ce jour-là, je l'ai haï et je voulais sa mort. Le 22 juin 1958, mon souhait a été exaucé. J'ai passé la majeure partie du week-end du 21 et 22 juin 58 dans la piole merdique de mon père, en bordure d'Hollywood, à LA. Mon père m'a ramené à El Monte en bus. Il est resté à la gare routière après m'avoir mis dans un taxi qui devait me reconduire à la maison. Quand on a tourné au coin de Bryant, à El Monte, j'ai vu la voiture du shérif, les flics en uniforme et les hommes armés et j'ai su
qu'elle était morte. Quelqu'un a crié « Voilà le gamin !» Dans la cour, un flic aux cheveux gris du nom de Ward Owanan s'est accroupi à ma hauteur et m'a dit « Petit, ta mère a été tuée ». D'un seul coup, j'étais libre, blanc, j'avais 10 ans. Je détestais ma mère, je la désirais. Maintenant qu'elle était morte, je pouvais vivre tranquillement avec mon père, à jamais. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, pas du tout. Mon père a été emmené au commissariat, moi aussi. On a été interrogés séparément. J'étais son alibi, de toute évidence. Il n'avait pas tué ma mère. Ils nous ont laissés repartir vers 10 heures. On a repris le bus pour Los Angeles. J'ai pensé que je devais quelques larmes à ma mère alors que je ne ressentais rien. Et je me suis forcé à pleurer. Ce soir-là, je suis allé me coucher et quand je me suis réveillé le lendemain, lundi 23 juin 1958, il y avait un grand ciel bleu magnifique et menaçant. C'était le début d'une nouvelle vie merveilleuse. The Times Express and Mirror gave it page 2 play. It made the local TV news for 5 seconds. The redhead rated 0. The Johnny Stompanato snuff was the real goods. Lana Turner's daughter shanked Johnny back in April. The story was still hot news. The Mirror ran a shot of the redhead smiling. The Times ran a picture of the kid just after the cops gave him the word. Gene Elroy was the 12th county murder victim of 1958. Armand Elroy went down to the coroner's office early Monday morning. He identified the body and signed a health and safety code form to release it to the Utter McKinley mortuary. Dr. Gerald K. Ridge performed the autopsy. Coroner's case file 35339 62358. J'entrais dans un monde de femmes vivisectées. Je voulais les aimer et je voulais qu'elles m'aiment. C'est pourquoi toutes les deux, Betty et Jean, ma mère et le Dahlia, devinrent toutes les femmes. Dès ce moment, je fus obsédé par les femmes mortes. Ma mère m'a offert un cadeau maudit, l'obsession, qui a d'abord pris la forme de la curiosité en lieu et place du chagrin enfantin, puis a muté en une soif atroce de stimulation sexuelle et mentale. Mes pulsions monomaniaques ont failli me tuer. C'est à elles que je dois cette obsession, mais aussi mon salut ultime. Il y a un livre intitulé Destination Morgue, qui je crois a été publié en France uniquement, et qui contient entre autres 3 nouvelles, dont je suis moi-même, Dana Delaney, un des personnages, et où en plus je dois tuer des gens. Ces nouvelles sont franchement glauques, et elles ont des titres assez choquants. L'une d'elles s'appelle quand même Un bésodrome à Hollywood. Ça m'inquiétait un peu que mon nom y soit utilisé. J'ai entendu dire qu'en France on a demandé à James si cette histoire était vraie, et il a répondu oui. Jean Hilliker, la mère de James, était infirmière pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a toujours travaillé. C'était une femme qui allait dans les bars toute seule pour rencontrer des hommes. Après tout, comment fait-on quand on est célibataire? Elle avait un métier, elle gagnait son argent et voilà. Malheureusement, c'est aussi comme ça qu'elle a été tuée. C'est ce qui est étonnant avec James. D'un côté, il l'accuse d'être une salope à cause de son père, et de l'autre, il veut la venger parce qu'elle est un ange. Cette dualité est la source de la tension dans son œuvre. C'est ce qui en fait la modernité et l'intemporalité.
Ce que j'ai découvert avec la mort de ma mère, c'est qu'il y avait un deuxième Los Angeles, rempli de voyeurs, rôdeurs, pédérastes, michetons, renifleurs de petites culottes, tafioles et maquereaux. Et j'ai acquis un savoir quasi divin pour un gamin de 10 ans. En 2 mots, le monde dont les adultes vous parlent n'est pas le vrai. Il y en a un second, beaucoup plus sombre et plus riche, aux motivations plus profondes, qui existe simultanément au monde extérieur. Dans les années 50, les adolescents nageaient en pleine contradiction. Ils regardaient la télé et ils voyaient se dérouler les drames de leur propre vie dans des sitcoms comme le Donna Reed Show, Ozzie et Harriet et I Love Lucy. Des familles qui s'entendaient généralement bien et où les problèmes, quand il y en avait, étaient résolus en 30 minutes, le temps de l'épisode. Introducing Lucy. You'll see her as anything and everything on the Lucy Desi Comedy Hour at the right time at the right place. Mais dans la réalité, ça ne se passait pas toujours comme ça. La face cachée de l'Amérique des années 50, c'était le crime, le vol, et même, James Ellroy est bien placé pour le savoir, le meurtre. 88-13341. Mark Twain, Family Trouble. Family trouble. About 20% of the calls that come into the station are family trouble. La période d'euphorie qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale n'a pas duré longtemps, parce qu'un gros nuage a bientôt menacé l'Amérique, la menace d'une attaque des Russes et le communisme. Je me souviens qu'à l'école, je devais me glisser sous mon bureau pendant les exercices d'alerte nucléaire. J'ai du mal à imaginer comment ce bureau aurait bien pu me protéger, mais on faisait les exercices. Je connaissais même des gens qui avaient fait construire un abri anti-atomique dans leur jardin. Il y avait une menace réelle d'attaque de la Russie communiste. Et cette paranoïa avait envahi la société tout entière, au point qu'au Congrès, le sénateur McCarthy a créé sa célèbre commission sur les activités anti-américaines pour purger Hollywood de toute influence communiste. Voilà la culture dans laquelle James Ellroy a grandi, une culture de la paranoïa. Qui est homosexuel, qui est communiste, qui est nymphomane, qui baise avec des noirs, qui est la plus grosse queue, qui est la plus petite, qui est un brouteur de gazon, qui est un avaleur de sabre. Toute cette merde. Ce qu'on voulait, c'était que notre grande industrie cinématographique et nos idoles soient démystifiées. J'ai grandi pas très loin d'ici, à la limite d'Hancock Park, où le quartier de Wilshire jouxte Hollywood. Je vivais dans un petit 4 pièces merdique, avec notre chien très mal élevé, et mon paternel avec sa queue immense qui pendait par la jambe gauche de son caleçon. Je n'étais qu'un pâté de maison, des magnifiques châteaux français, des manoirs Tudor, et des haciendas espagnoles habitées par des familles aimantes et heureuses et de ravissantes petites jeunes filles BCBG. J'avais faim d'ascension sociale, faim d'argent, faim de famille, faim de sexe. Tout y était, sans compter la faim d'alcool et de drogue. I stood out in the darkness and looked in. I saw draperies, blank walls, blips of color and passing shapes. I saw girls in private school uniforms. I saw some beautiful Christmas trees. Those late-night walks were spooky and enticing.
Darkness reinforced my claim on the turf and pumped up my imagination. I started prowling backyards and looking in back windows. The prowling was a thrill in itself. Back windows gave me intimate views. Bathroom windows were the best. I saw half-dressed women and girls in robes. I liked to watch them putter in front of their mirrors. Quand on a 18, 19, 20, 21 ans, qu'on veut le monde et qu'on ne l'a pas, on ressent certaines choses. Quand on est un écrivain reconnu d'âge moyen et qu'on tient le monde par les couilles, c'est complètement différent. On ne peut pas retourner en arrière, mais on doit toujours y retourner. Quand je suis revenu à LA, j'avais 17 ans, et comme je l'ai écrit dans mes mémoires, Ma part d'ombre, je savais que j'allais vivre un putain de destin décapant, ici même, dans ma ville natale. Quand je vivais dans la rue et que je dormais dans les parcs sur des cartons, je n'accumulais pas de données pour de futurs romans. Je vivais simplement d'expédients au jour le jour, carburant à l'alcool et à la dope. Quand je me suis lancé dans la fiction, j'ai écrit 6 romans avant le Dahlia Noir. J'ai affûté mes talents d'écrivain pleinement conscient que Gene Hilliker et Elizabeth Short avaient fusionné de façon symbiotique. Mais j'avais besoin de temps pour les séparer. J'avais compris que la mort de ma mère et du Dahlia Noir n'était qu'une péripétie, une sorte de marchepied dans ma carrière littéraire, et que je devais d'abord me salir les mains avec Elizabeth Short. Qui était-elle? Qu'était-elle? Elle était triste, stupide, volage. Elle était affamée d'amour, romantique, une version plus agréable à regarder que moi à 22 ans. Ni alcoolique, ni drogué, contrairement à moi. Mais moi, aucun monstre ne m'a jamais assassiné, coupé en deux et balancé dans un terrain vague. Parce que franchement, je n'ai jamais concentré le moindre désir sexuel dans autre chose que ma main droite. June 22nd, 22 juin 1958, c'est le tournant décisif. Je n'ai jamais manifesté de signe de génie ni de don précoce pour quoi que ce soit d'autre que la lecture. Mais à partir de ce 22 juin, j'ai su une chose. J'ai su qu'il existait une autre Amérique, indépendamment mais parallèlement à l'Amérique en apparence bien tranquille des années 50. Une Amérique de voyeurs, rôdeurs, pédérastes, michetons, renifleurs de petites culottes, tafioles et macros. Je le savais parce que ma mère avait été assassinée et que l'enfoiré qui l'avait tuée ne s'est jamais fait prendre. The real world eclipsed my fantasy world. My one persistent fantasy was that story I knew was a novel. It haunted me. It invaded my thoughts at strange times. I didn't know if I had the stones to write it. I was enjoying a season of comfort. I didn't know that I was running from old things. My mother was 20 years dead. My father was dead 13. I dreamed about him. I never dreamed about her. My new life was long on fervor and short on retrospection. I knew I had abandoned my father and hastened his death and paid the debt off in increments. My mother was something else. I knew her only in shame and loathing. I had plundered her in a fever dream and denied my own message of yearning. I was afraid to resurrect her and love her body and soul. I was afraid to stalk the redhead and give her secrets up. I hadn't met the man who'd bring her home to me.
Je m'appelle Bill Stoner, ancien shérif adjoint du comté de Los Angeles, aujourd'hui en retraite. Sur mes 32 ans de carrière dans la police, j'ai travaillé pendant 15 ans à la brigade criminelle. Et les 7 dernières années, j'ai dirigé le service des crimes non résolus. J'ai créé beaucoup de grands personnages de flics, dont la plupart étaient des individus hantés, solitaires, passionnés, obsédés et complètement tarés. Mais le plus grand que j'ai jamais créé est un type que je n'ai pas créé, c'est Bill Stoner, qui est devenu un ami très proche quand on a repris l'enquête sur le meurtre de ma mère. J'ai reçu un coup de fil d'un certain James Ellroy, dont je n'avais jamais entendu parler. Il m'a dit « Je suis écrivain et je prépare un article pour le magazine GQ sur le meurtre de ma mère. Est-ce que je pourrais venir vous voir pour examiner le dossier? Ça m'aiderait à écrire cet article. » J'ai réalisé que je devais voir le dossier. J'en ai parlé à mon ami Paul Scanlon de GQ, qui en a parlé au rédacteur en chef Art Cooper. Je leur ai résumé ça. Laissez-moi écrire un article sur le fait de voir le dossier du meurtre de ma mère 36 ans après les faits. Qu'est-ce que ça me ferait émotionnellement, intellectuellement? Qu'est-ce qui allait se passer entre Geneva Illiker Ellroy et moi? Je lui ai dit, vous savez, les photos sont vraiment dures, pas vraiment belles. Ce sont des photos d'une femme morte. Et il m'a répondu, je n'ai pas vu de photos de ma mère depuis sa mort, quand j'avais 10 ans. Alors je veux voir celle-là. Je veux tout voir. J'ai donc vu le dossier de ma mère. Ça a été aussi choquant et révélateur qu'on pouvait s'y attendre. En examinant le premier rapport, celui qui décrit le cadavre et les photos du corps, j'ai eu l'impression de jeter un coup d'œil à la face cachée de la Lune. J'avais toujours compris à quel point la mort de ma mère m'avait formé intellectuellement. À présent, je le sentais jusque dans mes os. J'ai su que je devais réenquêter sur le meurtre de ma mère. Je ne suis pas inspecteur, je ne suis pas un policier manqué. Ça n'a jamais été mon rêve. J'ai hésité à cause de son attitude. Je n'avais pas une envie folle de me mettre à interroger des témoins qui devaient avoir entre 70 et 80 ans avec ce type qui allait leur rentrer dedans. Je l'imaginais frappant chez une vieille dame de 80 ans. « Allez, salope, crache le morceau !» Je craignais qu'il se comporte de telle manière que je n'ai pas envie de l'aider. De plus, il parlait de sa mère avec un immense désespoir, disant que c'était une pute, une alcoolique, une poivrotte. J'ai fini par lui répondre que j'allais réfléchir. Une fois à la maison, on en a discuté avec ma femme et je lui ai dit « Je vais le faire, mais si son attitude me déplaît, on lui rendra son argent. Après tout, je ne vois pas pourquoi je supporterais ce genre de choses. » Je l'ai donc rappelé et j'ai accepté sa proposition. J'ai compris qu'il y avait matière à un livre là-dedans. J'ai donc demandé à mon agent Nat Sobel de proposer à Sonny Mehta, mon éditeur chez Knopf, mon idée d'un bouquin qui s'intitulerait « Ma part d'ombre ». Ce serait à la fois la biographie de ma mère, mon autobiographie et la biographie de Bill Stoner. Et on essaierait de résoudre le meurtre de ma mère 36 ou 37 ans plus tard. Et c'est ce qu'on a fait. I drove to 11721 Valley. The Desert Inn was now Valenzuela's restaurant. It was a white adobe building with a terracotta roof. I parked in the back. My mother parked her Buick in the same spot that night. I walked into the restaurant. The layout shocked me. It was narrow and L-shaped. A service counter faced the door. It looked exactly like the fantasy image I'd held for 36 years. The booths, the low ceiling, the base of the L off to my right, everything matched my old mental print. Maybe she brought me here. Maybe I saw a picture. Maybe I just walked into a weird psychic matrix. What we learned about Mrs. Ellroy was that on a découvert que Madame Ellroy était une femme des années 90 qui vivait dans les années 50. Or, à cette époque, c'était inacceptable pour une femme d'aller seule dans un bar, de rencontrer un homme et de repartir avec lui. Aujourd'hui, ça arrive tellement souvent qu'on n'y pense même plus.
Mais autrefois, une femme qui agissait comme ça était très mal vue. Elle a rencontré un homme. Soit elle avait déjà une relation avec lui, soit elle l'a rencontré ce soir-là. Ils ont eu un rapport consentant où il l'a violée, puis il l'a étranglée et jeté son corps dans les buissons près du lycée Arroyo à El Monte, le matin du 22 juin 58. Dès lors, la mort était au rendez-vous. The killer knows. The killer goes ahead. It just felt like something I had to do. The victim feeds the killer the knowledge. Female victims tap out signals in sex semaphore. Look at that chipped nail polish. Look at how sordid lovemaking is 2 seconds after you come. Sex semaphore is all misogynist subtext. All men hate all women for tried and true reasons they share in jokes and banter every day. Now you know. You know that half the world will condone what you are just about to do. Look at the bags under the redhead's eyes. Look at her stretch marks. She's putting that cunt rag back in. She's getting blood all over your seat covers. He killed her that night. He could not have killed any other woman. He did not seek out a woman to kill that night. She could not have prompted any other man to that explicative flashpoint. Their alchemy was binding and mutually exclusive. En règle générale, les victimes de meurtre se mettent elles-mêmes dans la position de devenir victimes. Les hommes en particulier. Ils se battent, ils font des choses que les femmes ne feraient jamais. Résultat, ils se font tuer. Les femmes, j'en suis sûr, font parfois des choses dont elles se disent après coup, ça c'était vraiment stupide. Passer par une ruelle obscure ou aller dans un bar et repartir avec un parfait étranger. Coup de chance ce jour-là, il ne leur arrive rien. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Quand on retrace leur parcours, on s'aperçoit qu'il y a toujours un moment où elles ont franchi la ligne jaune. Et on se dit, si seulement elles étaient restées du bon côté de la ligne, elles seraient certainement encore vivantes. Le Dahlia noir n'est pas une exception. Il y a des milliers de meurtres qui ne sont jamais élucidés dans cette ville. Aujourd'hui encore, on recense en moyenne 4 à 500 meurtres par an, dont on résout en moyenne 60%. Faites le calcul sur 30, 40, 50 ans, ça fait plus de 10 000 crimes non résolus. Le Dahlia noir fait peut-être partie de ceux qui resteront à jamais un mystère. Je sais que James Ellroy s'y est intéressé tout particulièrement à cause des similitudes avec sa propre histoire familiale. Personne d'autre que lui n'a autant souhaité que l'affaire soit résolue. Mais comme souvent dans ses romans, beaucoup de questions restent sans réponse. C'est la même chose dans la vie. Au moment de la publication de mes livres, dans mon opportunisme répugnant, j'ai tenté de réduire le pouvoir de ma mère à des bribes. J'ai compris instinctivement que son histoire, plus mon histoire, plus celle d'Elizabeth Short, représentait une mine d'or publicitaire. Un garçon perd sa mère dans des circonstances violentes, développe une obsession pour le meurtre du Dahlia noir, écrit des romans à succès et devient très célèbre des années plus tard. James a du mal à ne pas être totalement honnête. Il balance les choses comme elles sont, comme dans Ma part d'ombre. Il sait très bien qu'il s'est fait de l'argent avec le meurtre de sa mère. En même temps, il a exposé sa vie à tous parce que pour la première fois, il voulait que tout le monde la voie.
Quand Bill Stoner et moi avons repris l'enquête sur le meurtre de ma mère, pour la première fois, je me suis adressé à elle comme à une personne réelle. Comme je l'écris dans l'épilogue de Ma part d'ombre, tout ce que j'ai appris sur elle m'a fait l'aimer plus tendrement encore. L'histoire de ce livre est l'histoire d'une réconciliation. J'ai nié ma mère, puis je l'ai découverte et j'en suis venu à lui rendre hommage par le biais de cette enquête et de ce livre. Au final, nous sommes devenus d'excellents amis. Et j'ai vu un homme adulte tomber amoureux de sa mère pour la première fois. Toute l'enquête a finalement abouti à cela. À l'époque, je lui avais dit « Les chances de clore l'enquête ou de trouver le meurtrier est de 1 sur 1 million. Tous ceux qu'on va essayer de contacter seront décédés ou trop vieux pour se souvenir de quoi que ce soit à propos de l'affaire. On fera tout pour trouver ces gens et leur parler, mais il est probable qu'on ne parvienne jamais à résoudre cette affaire. » C'est ce qui s'est passé. Mais il a appris qui était sa mère. Et je l'ai regardé tomber amoureux d'elle. Ce fut une très belle chose à voir. Ma part d'ombre n'est pas un point final, mais un recommencement. Faire son deuil, c'est de la connerie. Ma mère et moi allons continuer. La relation que j'entretiens avec son souvenir va continuer d'évoluer tant que j'aurai un souffle de vie. Si elle m'a appris quelque chose, c'est à dépeindre des personnages et des mobiles plus variés dans mes livres, simplement parce que j'en ai appris très long sur la compassion humaine. La géographie, c'est le destin. Oui, ma mère a été assassinée. Faut y aller. Si vous voulez devenir écrivain de polar, quel meilleur endroit pour naître que LA? Et puis, vous savez ce qu'on dit? Vous y venez en vacances, vous en repartez en liberté conditionnelle. That line implies that LA is a magnetic field and that all LA migrations are suspect. That line indicts your desire to come to LA and categorizes you as an opportunist with a hidden sexual agenda. That line is a cliché and a prophecy. Un atelier de mannequins à L.A., le film noir, le baiser du tueur, Kubrick 55. Allo Brigade spéciale, Black Edwards 62. Visez-moi ça. Dans le film noir, que peut-on pas aimer? Vous rencontrez une femme, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, elle va vous baiser pratiquement à mort. La mauvaise, c'est un coup à mourir et d'ailleurs c'est ce qui se passe. 6 semaines après l'avoir rencontré, vous vous retrouvez dans la chambre à gaz, piégé pour un crime que vous n'avez pas commis. Et alors que vous êtes attaché sur le fauteuil et que les vapeurs de cyanure montent vers vous, votre dernière pensée consciente sera pour elle et vous serez heureux de mourir. Vous connaissez la vieille blague des années 50. Je voudrais trouver le type qui a inventé le sexe pour lui demander sur quoi il travaille en ce moment. Pour moi, L.A. et le film noir, c'est une condamnation à perpétuité, sans sursis, sans conditionnel, sans permission, ni aucun moyen d'expiation. Comme vous le savez, il faut rentrer dans l'écriture d'Elroy. Son style est à l'image de sa personnalité. C'est comme une mitrailleuse qui vous mitraille sans relâche. Toujours sous tension et bourré d'énergie. Son écriture ne fait pas ABCD, mais A, D, B, E. Il faut vraiment être très concentré pour suivre.
Ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer savent qu'il est comme ça. On n'est pas trompé sur la marchandise. Il est énergique, dynamique, il bouge sans arrêt. You better watch out, McPherson, or you'll end up in a psychiatric ward. I don't think I've ever had a patient who fell in love with a corpse. You're Laura Hunt, aren't you? Yes. I'm Shelby Carpenter. Want to dance? I'm not alone. Oh, you poor girl. I bet he still does the polka. Yes, Betsy Ross taught it to me. 1944. 1944, Laura d'Otto Preminger, un film surestimé, à part l'idée centrale. Vous avez un cadavre de femme défigurée, vous avez le portrait de cette femme, autrefois très belle, accroché au mur de son appartement de New York, qui fascine complètement le flic solitaire et obsédé qui enquête sur l'affaire. Certes, elle est très belle, mais elle est foutrement morte. Le flic, Mark McPherson, tombe amoureux du portrait de cette femme et, devinez quoi, c'est une autre femme qui a été assassinée. Laura Hunt réapparaît vivante. C'est le syndrome de Laura. Et tous les inspecteurs de la crime, coureurs de jupons, amateurs de femmes, obsédés, seuls et parfois aigris, que j'ai connus, comprennent parfaitement. C'est le fantasme ultime. Vous tombez amoureux de la femme sur le meurtre de laquelle vous enquêtez. Vous plongez dans ses mystères. Vivante, elle était belle, elle avait un caractère ambigu, mais fort. Qui était-elle? Et puis, mais merde, la revoilà vivante. Évidemment, ça n'arrive jamais dans la réalité, mais les flics de la criminelle aimeraient bien. La plupart des inspecteurs de la criminelle ont travaillé sur des meurtres de femmes. Du coup, le film Laura a pris une résonance particulière pour beaucoup d'entre nous. C'était un sujet de plaisanterie au boulot, mais ça touchait un point très sensible chez beaucoup d'enquêteurs. Aussi bien dans ses romans que par son investissement personnel auprès de la police, l'action d'Elroy a été très bénéfique pour nous, dans le sens où nous étions très conscients de notre passé, avec ses bons et ses mauvais côtés. Or, dans ses livres, Elroy parle de ces deux aspects. Il évoque le pathétique de l'univers de la police et de cette ville. La morale en littérature est en grande partie l'esquisse des conséquences de nos actes immoraux. Je juge mes personnages très sévèrement. Chacun paie pour ses mauvaises actions à des degrés différents, parce que la vertu est sa propre récompense. Le châtiment karmique frappe si vous faites la foutue chose qu'il ne faut pas, même si vous quittez cette vie sans être puni pour vos méfaits les plus atroces. La vie intérieure abominable que vous mènerez sera une juste punition. Je suis un moraliste. Je définis mes personnages ainsi. Et comme mes intrigues sont dures, ils ne cessent de payer encore et encore. Un jour, on a demandé à Scott Fitzgerald à quoi ressemblait Paris dans les années 20. Il a répondu « Tout a un prix ». C'est ce que je ressens. Il a beaucoup travaillé avec nos services l'année dernière. Nous avons récemment publié un livre de photos de scènes de crime tirées de nos archives et James en a fait la préface. Quand je lis Elroy, je pense toujours à la manière implacable dont il décrit une scène.
Si vous regardez des photos de légistes et de tabloïds des années 30, 40, parfois 50, voire plus tard, vous retrouvez cet équivalent visuel. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans les photos de crimes des années 30 et 40, c'est que les photographes étaient d'abord de véritables photographes et ensuite des policiers. Ils étaient formés comme photographes et donc ils apportaient une vraie esthétique. Pour moi, c'est tout l'intérêt de ce type de photographie. C'est ce genre d'image qui reflète le style d'Ellroy. Elles servent de témoignage immédiat, mais elles contiennent aussi une élégance subliminale très intéressante, une sorte de glamour qui fait partie intégrante de la photo. Le flash fixe les choses. Ce bain de lumière révèle tout. Les rides, les plis, la sueur qui coule sur le visage d'un suspect, le reflet du sang sur le sol. Rien n'est épargné, rien n'est dissimulé. C'est le même genre de lumière aveuglante qu'Ellroy jette sur les choses par son écriture. Un style sans fioriture. J'ai pris une décision. Après avoir fini mon quatuor de Los Angeles, je n'écrirai plus de romans qui se passent juste à LA. D'où mes deux derniers, American Tabloid et American Death Trip, et la fin de ma trilogie Underworld USA sur laquelle je travaille. Je ne salirai jamais LA avec un point de vue d'écrivain merdique. Je ne l'ai jamais considéré comme une putain de ville étrange, ni le centre de la côte pacifique, ni un enfer multiculturel, ni un paradis marxiste. Pour moi, ce n'est rien de tout cela. C'est juste chez moi. Imaginons que ta mère n'ait pas été assassinée. Non, je parle sérieusement. C'est le destin. Un destin onirique. Que serait-il advenu de toi? Disons que tu serais devenu écrivain parce que tu as cette facilité innée. Et quels seraient tes centres d'intérêt? Toujours les mêmes? Seraient-ils plus légers? Est-ce que tu serais un piscopie? Tu comprends ce que je veux dire? Je ne pense de manière efficace qu'en allant directement d'un point A à un point B. Autrement dit, je ne pense jamais de façon hypothétique. Mais du coup, il y a un hic. Jean Hilliker Ellroy et moi. Elle est là, je suis là. Et j'ai beau vouloir retourner dans le LA des années 40 et 50 après ma mort, je doute que ça se passe comme ça. La chose qui me perturbe le plus est que je peux la voir, je peux la toucher, je peux sentir son haleine, mais je ne peux pas entendre sa voix. Elle n'avait pas cet horrible accent du Wisconsin comme le reste de ma famille. Elle avait autre chose, et je n'arrive plus à entendre sa voix. Tu ne l'entends pas? Je n'y arrive pas. I'm with you now. You ran and hid, and I found you. Your secrets were not safe with me. You earned my devotion. You paid for it in public disclosure. I robbed your grave. I revealed you. I showed you in shameful moments. I learned things about you. Everything I learned made me love you more dearly. I can't hear your voice. I can smell you and taste your breath.
I can feel you. You're brushing against me. You're gone, and I want more of you. Geneva Hilliker Elroy, 1915, 1958. My debt grows. Your final terror is the flame I touch my hand to. I will not diminish your power by saying I love you. I reached for Betty then, a wish, almost a prayer. The clouds broke up and the plane descended, a big bright city at twilight below. I asked Betty to grant me self-passage in return for my love. Elroy a exploité le meurtre de sa mère et son obsession pour l'affaire du Dahlia noir depuis de nombreuses années. Il se prétend profondément sensible et aimant, mais en réalité, c'est un salaud indifférent. Dans la mafia des bulles terriers, on fait passer le message « Évitez James Elroy, c'est un putain d'emmerdeur ».